Bonjour les investisseurs à succès. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet super passionnant. Il s'agit de la fiscalité. Donc la fiscalité, c'est un bien grand mot qui fait peur à beaucoup de personnes, mais au final, quand on s'y intéresse, on remarque que c'est pas si compliqué à comprendre. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les deux régimes pour une location vide ou nue, comme on peut l'appeler. Alors, pour la location nue, il existe deux régimes. Donc, le premier régime s'appelle le régime microfoncier. Donc, le régime microfoncier, il est intéressant puisqu'on a 30% en fait d'abattement des charges sur les revenus qu'on a touchés. Donc, je m'explique. C'est-à-dire si on a 10 000 euros, quelque chose d'important que j'ai oublié, ce régime peut être utilisé si on a un revenu des locataires qui est inférieur à 15 000 euros. Donc si vous touchez par exemple 10 000 euros de vos locataires sur l'année, vous allez pouvoir déduire 30% de ce montant. C'est-à-dire que vous allez déclarer aux impôts sur votre 2042. Donc 2042, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la feuille d'imposition où vous déclarez vos revenus, votre salaire, ainsi de suite. Sur cette déclaration 2042, du coup, vous allez indiquer que vous avez touché 7 000 euros et pas 10 000 euros, les 10 000 euros. Vu qu'il y a les 30% d'abattement, ça vient à 7 000. Donc ce régime, il est intéressant si vos charges ne dépassent pas 30%. Je m'explique. Si par exemple vous avez touché 10 000 euros des loyers et que vous avez effectué 5 000 euros de travaux, c'est-à-dire que en régime microfoncier, vous allez pouvoir avoir 30% d'abattement, mais qui ne sera pas avantageux, puisque vous allez déclarer que vous avez touché 7 000 euros des locataires, alors que si vous aviez pris le deuxième régime, qu'on va détailler juste après, vous auriez pu déduire les 5 000 euros de travaux que vous avez effectués, c'est-à-dire déclarer 5 000 euros de rente locative. Donc après, c'est un calcul parce que quand vous avez choisi le régime, il est bloqué pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant ces 3 années, si vous avez déclaré au régime microfoncier, vous allez devoir déclarer l'année d'après en régime microfoncier. C'est-à-dire que si vous avez déclaré, si vous avez 5 000 euros de travaux la première année, et que l'année d'après, vous savez que vous n'allez pas faire de travaux du tout, je vous conseille plutôt de vous mettre en microfoncier, puisque l'année prochaine, vous allez vous déclarer au réel, mais comme vous n'allez pas avoir plus de 30% des charges, ça va être un peu perdant sur les impôts. Donc ça, c'est le régime microfoncier. Donc je le rappelle, 30% d'abattement sur vos revenus. Ensuite, le deuxième régime pour de la location nue, c'est le régime réel. C'est-à-dire que toutes les charges que vous allez avoir, vous allez pouvoir les déduire sur votre déclaration. Donc sur la déclaration 2044. Donc c'est une déclaration qui fait un petit peu peur. C'est pour ça que je vous ai préparé un petit fichier pour vous expliquer en détail chaque ligne et puis vous puissiez bien la remplir parce que quand on arrive pour la première fois sur une déclaration 2044, il y a beaucoup de termes du gouvernement qu'on ne comprend pas trop et du coup on a peur de se faire des erreurs et on peut faire des erreurs aussi qui vont nous coûter de l'argent. Du coup on passe sur l'ordinateur et puis je vous détaille ça tout de suite. Alors, on se retrouve devant l'ordinateur et plus précisément devant la 2044. Donc, la 2044, pour rappel, c'est pour déclarer votre revenu foncier au réel, donc en location nue. Pas d'ameublement à l'intérieur des locations. Donc j'ai pris la version de 2016, mais il n'y a pas eu de changement entre 2017 et 2018. On aura l'année à laquelle vous regardez la vidéo, mais je ferai une mise à jour s'il y a besoin. Bon, il y a beaucoup de personnes qui remplissent comme moi leur déclaration de revenus sur Internet. Par contre, moi, quand je déclare mes revenus sur Internet, j'imprime toujours la 2044
et je le fais sur papier avant de remplir sur internet, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup en fait sur internet de reports de lignes et ça vous explique pas en fait les détails de calcul. Alors que sur la fiche, sur cette 2044 papier, ça vous explique les détails de calcul, et puis avec cette petite vidéo, vous allez remplir ça à la perfection. J'espère. Alors, si on commence sur la 2044, du coup, vous allez indiquer ici vos coordonnées. Donc, oui, juste pour info, j'ai mis quelques petites annotations sur le document. J'essaierai de vous le mettre en téléchargement dans l'article du blog, comme ça, on pourra le télécharger et l'imprimer quand vous allez remplir votre 2044. Du coup, vos coordonnées ici, donc jusque là rien de compliqué. Ici, donc la ligne 110, ça concerne en fait les parts de sociétés immobilières ou de fonds de placement immobiliers. Donc c'est par exemple si vous avez une SCI ou tout ce qui est Borloo, Besson et ainsi de suite. Donc nous ça va pas nous intéresser, c'est plutôt donc cette page là. La deuxième et troisième page, donc c'est sur en fait c'est un petit livret A4, donc ça c'est l'intérieur du livret que j'ai mis sur une seule page pour que ce soit plus lisible. Du coup, caractéristiques des propriétés. Donc ici, vous indiquez le nom et prénom des locataires. Donc vous pouvez aussi ajouter la date d'entrée du locataire. Ça permettra au service d'imposition de transmettre la taxe d'habitation à la personne concernée. Sachant que moi, à chaque fois que j'ai un nouveau locataire qui habite au 1er janvier, j'envoie le nom du locataire avec le bail au service des impôts. Ça évite qu'il m'envoie la facture pour après me renvoyer un chèque en me disant on a facturé au locataire, tout est bon. Par contre, je précise quand même, ça rentre pas dans ce cadre-là. Si un logement est vacant au 1er janvier, c'est vous qui allez payer la taxe d'habitation. Voilà. Du coup, nom et prénom des locataires. Ici, vous allez indiquer le nombre de locaux du coup dans l'immeuble. Ensuite, nous passons aux recettes. Donc ici, immeuble donné en location. Alors, ici, vous allez indiquer le total des loyers hors charge. Donc hors charge, puisque les charges ne rentrent pas dans les recettes, puisque ça vous sert à payer vos factures. Donc, total des loyers hors charge sur la ligne 212. Sur la 212, dépenses mises par convention à la charge des locataires. Donc, quand on lit la ligne comme ça, c'est pas très compréhensible. Du coup, c'est tous les travaux qui sont faits par le locataire à la charge du propriétaire. C'est-à-dire que si votre locataire change une douche ou refait le carrelage, c'est des travaux qui sont normalement à la charge du propriétaire, mais comme ils sont faits par le locataire, c'est des dépenses qu'il faut indiquer ici. Bien sûr, le locataire n'a pas le droit de faire des travaux sans votre accord. Donc ça, c'est bien précisé dans vos bails, j'espère, dans vos bouts. Du coup, voilà. Alors, ligne 213. Donc ça, c'est toutes les subventions que vous avez reçues suite aux travaux de rénovation, par exemple. Ou c'est l'assurance, c'est les indemnités d'assurance, pardon, qui sont rentrées si vous avez eu un dégât des eaux ou si toute autre chose que vous avez été indemnisé par l'assurance. Ensuite, ici, donc la ligne 214, c'est la valeur locative des propriétés qui vous appartiennent et que vous prêtez à titre gratuit. Par exemple, si vous avez un local que vous prêtez à titre gratuit, vous devez indiquer sa valeur locative ici. Ensuite, le total des recettes. Donc là, il suffit de suivre ligne 211 à 214 et vous reportez ici, donc la case E. Voilà. Donc on arrive dans la catégorie frais et charges. Alors, les frais d'administration et de gestion. Donc ça, c'est la somme des frais listés ici, donc la rémunération des gardes et concierges, honoraires et commissions versés à un tiers, les frais de procédure et ainsi de suite.
Ensuite, autres frais de gestion, 20 € par local. Donc le gouvernement nous offre 20 € par bien loué. Donc c'est censé couvrir toutes les correspondances, les déplacements, le téléphone, et ainsi de suite. Les primes d'assurance. Donc ça, c'est par exemple les assurances loyers impayés ou les assurances de propriétaires non occupants que vous avez pour, par exemple, sur un immeuble pour vos parties communes. Ça peut être aussi votre assurance juridique. Ensuite, dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Donc ça, c'est tout ce que vous allez faire à l'intérieur du logement, sauf l'outillage. Si vous achetez par exemple une truelle pour faire, ou un couteau à enduire pour faire de l'enduit, vous n'allez pas pouvoir le déduire. C'est tout, ce sera l'enduit que vous pouvez déduire. Les travaux de construction et de reconstruction, d'agrandissement sont pas inclus en fait dans ces dépenses. Si vous voulez retrouver la liste complète, allez sur le site du gouvernement. Donc, pareil, je vous remettrai un petit lien dans l'article, ça pourra vous aider si vous avez des doutes. Ensuite, charges récupérables non récupérées au départ du locataire. Donc ça, c'est des charges que le locataire aurait dû payer. Par exemple, si le locataire arrive au 1er janvier, qu'il s'en va en novembre, et qu'il n'a pas fait son entretien de chaudière, par exemple, vous pouvez l'inclure dans des charges qui sont récupérables que vous n'avez pas récupérées. Donc, parce que l'entretien de la chaudière aurait dû être fait, qui doit être fait chaque année. Du coup, ça, vous pouvez le déduire. Ensuite, indemnité d'éviction, frais de relogement. Donc, quand on le lit comme ça, c'est pas très compréhensible, mais en fait, c'est juste si vous avez eu un dégât des eaux ou autre chose, vous avez dû reloger le locataire, ça sera à indiquer ici en fait. C'est des frais que vous avez à supporter. Taxe foncière, taxe annexe. Donc comme ça l'entend, pour une fois c'est clair, c'est la taxe foncière. Par contre, il faut enlever, comme ils indiquent ici, la taxe d'ordure ménagère. Donc c'est bien inscrit en fait dans votre taxe foncière. Le détail, du coup, la taxe d'ordure ménagère, c'est à enlever de là. Du coup, on passe au régime particulier. Donc ici, les déductions spécifiques. Donc c'est à remplir uniquement si vous faites partie d'un programme de défiscalisation que je ne citerai pas. Immeuble en copropriété. Donc ça, c'est les provisions pour charges payées en 2016, forcément vu que c'est la 2044 de 2016. Donc c'est les sommes versées à la copropriété. Régularisation des provisions, donc ça c'est si par exemple l'année dernière vous avez en fait mis une charge dans cette section que vous auriez pas dû mettre, c'est indiqué ici. Un total des frais et charges, du coup on reporte ici, on fait la somme. Donc somme 221 à 229 moins 230 forcément. Si c'est des charges que vous êtes fait payer, que vous avez eu en avantage l'année dernière, ça sera pas à ajouter aux frais et charges, ça sera à retirer. Donc ligne 221 à 229, moins la 230. Ensuite, les intérêts d'emprunt. Donc là, il faut juste vous référer au tableau d'amortissement que vous a fourni votre gentil banquier. Quand vous avez eu le prêt, vous prenez l'année en cours, et puis vous indiquez juste les intérêts que vous avez eu cette année. La première année aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ajouter les frais que vous avez versés à l'organisme de cautionnement, les frais de dossier ou plus tard, si vous avez une hypothèque sur le bien, les frais d'hypothèque, donc les frais de levée d'hypothèque. Donc pareil, on reporte la case G ici, donc c'est là, c'est juste la ligne 250, on fait la somme et on reporte ici. Un revenu foncier taxable. Donc là, il substitue 215 moins 240 moins 250. On note. Réintégration de supplément de déduction. Donc là, c'est si vous avez eu un redressement, on annule l'ancien bénéfice, donc il faut l'indiquer ici. Donc bénéfice ou déficit, ligne 261 plus 262. Pardon, ligne 261 plus 262. Donc ici, vous faites la somme 261 et 262 et puis vous l'indiquez ici.
Donc ça, c'est bon. Ensuite, on arrive sur la 4e page, descriptif des frais. Donc ici, ils ont mis 4 lignes, mais forcément, si vous en avez pas assez, vous allez rejoindre une feuille annexe. Il faudra indiquer numéro de l'immeuble, nature des travaux, nom et adresse des entrepreneurs, date de paiement, montant. Donc, moi, je me suis fait une petite feuille annexe parce que ça va assez vite de remplir ces 4 lignes. Vous allez acheter un sac d'enduit, ainsi de suite. Ça fait vite plusieurs factures. Du coup, je me suis fait un tableau avec les numéros de facture, le lieu d'achat, tous les articles. Je détaille à chaque fois tous les articles avec le prix. Et puis, à la fin, ça fait un petit total de toutes les factures. Et je joins tout ça, j'envoie tout ça en fait au trésor public. Comme ça, ils peuvent y regarder s'ils veulent faire un petit contrôle. Ici, intérêt d'emprunt, c'est le nom et de l'organisme prêteur. Donc, par exemple, pour pas citer de banque, le Crédit Agricole, Caisse d'épargne, ce que vous avez, date du prêt et intérêt versé jusque-là. Ensuite, résultat, bénéfice ou déficit total. Donc case D plus I. Donc D, c'est ce qu'on a vu tout en haut. D, c'est ici, donc c'est si vous avez une SCI. Et la colonne I, tuc, tuc, tuc. Je reviens dessus. Donc la colonne I, c'est ici. Donc c'est les bénéfices totaux donc de vos appartements ou déficits. Donc ça sera en gros les recettes moins les charges, donc 1215 moins 240 moins 250, ce que vous mettez là, et ça vous fait le total. Donc si vous êtes en bénéfice, donc comme il est indiqué là, vous reportez case 4DA de votre déclaration 2042. Donc là, pas de souci. Par contre, si vous êtes en déficit, il faut un peu continuer le travail. Du coup, on arrive ici, hop, donc continuer les calculs ci-dessous, bon, comme ils indiquent en cas de déficit. Du coup, donc là c'est pas très compliqué, il suffit juste de suivre case A plus E plus H, case C plus G, case B plus F. Donc, pour rappel, les cases sont juste ici. Hop, voilà. Ensuite, donc il y a deux parties. Donc il y a celle-ci, puis celle-ci. Donc la première, si vous avez plus, si la ligne 432 est supérieure à la ligne 431, donc ça explique, en gros, c'est si vous avez plus d'intérêt que de revenus. Vous avez à remplir cette partie-là. Donc report de enfin là il faut juste suivre, report de la ligne 403 dans la ligne de 10700, report de la ligne 433 montant dépassant 10700, ici, report de la différence, total des, voilà, plus de revenus que d'intérêt, report de la ligne 420, donc 420 pour rappel, c'est ici, dans la limite de 10700, et si ça dépasse 10700, c'est dans la ligne 441. Donc ici. Alors, déficit antérieur restant imputé. Oula, j'ai du mal. Je recommence. Déficit antérieur restant à imputer. Voilà. Donc sur cette partie-là, je vais vous faire une petite vidéo qui vous explique, enfin une petite vidéo ou un détail juste en dessous qui vous explique que année par année, par exemple, si vous avez 50 000 euros de travaux, combien vous allez pouvoir amputer, c'est le cas de le dire, à votre bénéfice chaque année. Donc c'est un mécanisme à prendre, donc je vous ferai un petit détail là-dessus, ça ne pourra que vous aider. Donc ici, vous allez mettre les déficits que vous avez eu de l'année, par exemple, de l'année précédente. Par exemple, l'année dernière, vous avez, il vous restez sur les 50 000 euros de travaux, du coup 39 300 euros de travaux, vous allez les répertorier ici. Donc c'est, on parle de 10 700 parce qu'on peut défiscaliser chaque année 10 700 euros de travaux. Voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent de 10 700. Tac tac tac. Ici A-B, donc ici, sachant que le B c'est ici, un bénéfice en limite 420, on le reporte ici. Donc ça va permettre de compenser votre bénéfice
par les déficits que vous avez eus les années précédentes. Donc de par les travaux, et puis tout ça, quand on dit déficit, c'est aussi, c'est pas déficit, vous êtes en banqueroute au Monopoly. C'est si vous avez fait 50 000 euros de travaux, vous pouvez pas tout défiscaliser en une seule année, du coup vous reportez l'excédent ici. Et du coup, total de la Comlon à ici. Hop, et du coup, on a fini. Donc il y a des petits notas à côté à reporter, case 4BD de votre déclaration 2040. Donc typiquement, quand vous voyez ça, ça reporté sur votre déclaration internet, du coup vous allez voir la case 4BD, et du coup vous indiquez ce montant-là. Et voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo, ou en commentaire, ou m'envoyer un petit mail. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, si c'est une question intéressante, je pourrais refaire une vidéo pour avoir des compléments d'information là-dessus. Ça peut aider aussi plusieurs personnes. Il n'y a pas de questions bêtes. Surtout, c'est assez compliqué la première fois. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la page, comme d'habitude. Si vous l'avez déjà fait, ne recliquez pas, ça va désabonner. Je vous remercie. À très bientôt.